L'hôpital privé le plus luxueux de la ville semblait figé dans le temps lorsque le moniteur cardiaque se mit à émettre un son irrégulier, bref et inquiétant. Il était presque 3 heures du matin, et dans la chambre VIP numéro 7, un nouveau-né luttait pour sa vie. Sa peau était d'une pâleur inquiétante, et sa respiration si faible qu'il était entièrement dépendant des machines qui l'entouraient. À côté de la couveuse, Alexandre Montagne, homme d'affaires milliardaire à la tête d'un empire financier à la fois admiré et craint, se tenait immobile, le regard fixé sur son fils. Cet homme qui dirigeait des milliers d'employés, qui négociait des contrats de millions d'euros, qui possédait des propriétés sur 3 continents, se sentait complètement impuissant. Tout ce qu'il avait bâti pendant des décennies semblait vain à cet instant. Ses mains tremblaient légèrement, lui qui n'avait jamais montré la moindre faiblesse en public. Quelques minutes plus tard, le médecin-chef s'approcha, le visage grave, accompagné de 2 autres spécialistes. Le docteur Durand, un homme d'une 60aine d'années réputé pour son excellence médicale, ferma la porte avec précaution, comme pour protéger le père du poids de ses propres paroles. Il prit une profonde inspiration et parla d'une voix basse et ferme. Les organes du bébé défaillaient sans raison apparente. Ils avaient essayé tous les traitements disponibles, consulté les meilleurs spécialistes du pays, mais rien n'y faisait. Il ne restait plus beaucoup de temps. Monsieur Montagne, dit le médecin en posant doucement sa main sur l'épaule d'Alexandre, je suis désolé. Au mieux, votre fils n'a plus que 2 heures à vivre. Nous avons tout tenté, mais... Le silence était absolu. Les mots restèrent suspendus dans l'air comme une sentence définitive. Alexandre sentit le sol se dérober sous ses pieds. Ses jambes faillirent le trahir. Il se souvint du visage de sa femme, Isabelle, morte en couche seulement 48 heures auparavant. Elle avait lutté avec courage, mais les complications avaient été trop graves. Avant de fermer les yeux pour la dernière fois, elle lui avait murmuré « Protège notre fils. Promets-le-moi ». Et maintenant, il était sur le point de perdre son fils également, de briser sa promesse, de tout perdre. Une vague de culpabilité et de douleur l'envahit sans pitié. Il s'était toujours cru capable de tout contrôler, de tout acheter, de tout résoudre. Mais face à la mort, son argent, son pouvoir, son influence ne pesaient rien. Tandis que les médecins expliquaient des diagnostics impossibles à comprendre et parlaient de probabilités proches de 0, Alexandre avait du mal à respirer. L'air semblait manquer dans cette chambre pourtant spacieuse et climatisée à la perfection. Y a-t-il quelque chose, n'importe quoi, que nous puissions faire ? Demanda-t-il d'une voix éraillée qu'il ne reconnut pas comme la sienne. Le docteur Durand secoua lentement la tête, les yeux remplis d'une compassion sincère. Nous avons épuisé toutes les options médicales, monsieur. Je suis vraiment désolé. Tout ce que nous pouvons faire maintenant, c'est veiller à ce qu'il ne souffre pas. Dehors, dans le couloir de marbre étincelant où résonnaient habituellement les pas pressés du personnel médical, Rose, une femme humble d'une 40aine d'années qui travaillait comme femme de ménage de nuit, poussait lentement son chariot de nettoyage. Ses mains étaient rougies par des années de travail acharné, son dos courbé par le poids de la vie. Elle portait son uniforme bleu délavé, celui qu'elle lavait chaque soir en rentrant chez elle dans son petit appartement du quartier populaire. À ses côtés marchait sa fille, Lucie, une fillette muette de 8 ans, silencieuse depuis son enfance. Personne ne savait vraiment pourquoi elle ne parlait pas. Les médecins de l'hôpital public qu'ils avaient consultés des années auparavant, lors d'une consultation gratuite, avaient expliqué qu'il n'y avait aucune raison physiologique. Ses cordes vocales fonctionnaient parfaitement. C'était un silence choisi, ou peut-être imposé par un traumatisme que même Rose ne comprenait pas complètement. Mais Lucie avait un regard profond, intense, qui semblait comprendre bien plus que son âge ne le permettait. Ses grands yeux noisettes observaient le monde avec une sagesse troublante. Elle voyait des choses que les autres ne remarquaient pas, ressentait des émotions qui échappaient aux adultes trop occupés. En passant devant la chambre 7, Lucie s'arrêta brusquement. Ses petits pieds chaussés de sandales usées se figèrent sur le marbre froid. Quelque chose d'invisible l'attirait vers la porte entr'ouverte. Elle ressentit une étrange pression dans sa poitrine, comme si quelqu'un l'appelait en silence, comme si une force magnétique l'attirait vers cette chambre. Rose, occupée à nettoyer une vitrine un peu plus loin, ne remarqua pas immédiatement l'absence de sa fille. Personne dans le couloir ne prêtait attention à la petite fille immobile. Personne n'imaginait que, pendant que l'homme le plus riche du monde et l'hôpital se préparaient à dire adieu à son fils, une petite fille muette allait entrer dans leur vie et changer le destin que les médecins avaient déjà écrit. Lucie restait immobile devant la porte entr'ouverte, comme si le monde autour d'elle avait cessé d'exister. La lueur froide de l'hôpital, l'odeur de désinfectant qui imprégnait chaque recoin du bâtiment, le murmure lointain de pas et de voix, tout s'évanouit lorsque ses yeux se posèrent sur le petit corps dans la couveuse. Elle ne comprenait ni les diagnostics compliqués ni le tic-tac incessant des heures qui s'écoulaient, mais elle ressentait quelque chose de profond, un lien silencieux qui lui serrait la poitrine d'une douleur mêlée d'urgence. C'était comme si ce bébé l'appelait, comme si leurs âmes se reconnaissaient par-delà les mots et les apparences. Rose, sa mère, termina de nettoyer à quelques mètres de là
se retournant, remarqua que la petite fille n'était pas à côté d'elle. Son cœur s'emballa immédiatement. La panique la saisit. Dans cet hôpital immense, Lucie pouvait se perdre, se retrouver dans des endroits dangereux. Lucie? Lucie? Chuchota-t-elle d'abord, puis avec plus d'inquiétude. Elle connaissait ce regard de Lucie, cette étrange façon dont elle se figeait quand quelque chose l'appelait de l'intérieur. Cela s'était déjà produit quelques fois auparavant devant une église, près d'un parc où une personne âgée pleurait seule sur un banc. Avant qu'elle puisse l'arrêter, la petite fille fit un pas dans la chambre 7. Cette nuit-là, quelque chose d'encore plus extraordinaire se produisit. Vers 5 heures du matin, alors que les premières lueurs de l'aube commençaient à filtrer à travers les rideaux de la chambre, le bébé ouvrit lentement les yeux. Ses petits yeux bleus, clairs comme le ciel, regardèrent autour de lui avec une curiosité surprenante pour un nouveau-né si fragile. Et puis, comme guidé par un instinct inexplicable, son regard se fixa sur Lucie. Ce fut un instant fugace, mais Alexandre le perçut comme un miracle tangible, comme une confirmation que quelque chose de surnaturel venait de se produire. Une étrange sensation le parcourut, un mélange de peur face à l'inexplicable, d'espoir renaissant et d'admiration profonde pour cette petite fille qu'il ne connaissait pas une heure auparavant. Les médecins se mirent à prendre des notes frénétiquement, certains enregistrant les signes vitaux sur leurs tablettes électroniques, d'autres appelant des spécialistes encore endormis à cette heure, envoyant des images par email, essayant désespérément de trouver une explication scientifique à un phénomène qui, de toute évidence, défiait toute explication. Alexandre finit par s'approcher de Lucie. Il voulut parler, la remercier, comprendre, mais une voix intérieure lui intimait de se taire, de ne pas briser ce moment sacré. La petite fille ouvrit enfin les yeux et le regarda. Dans son regard, il n'y avait ni orgueil ni attente de reconnaissance. Juste une sérénité absolue, une paix qui semblait inébranlable. Pour la première fois depuis des années, peut-être depuis toujours, Alexandre Montagne sentit que la puissance de son argent, de ses entreprises, de son influence mondiale ne pesait rien face à cela. Tout son empire financier, toutes ses propriétés, tous ses succès professionnels étaient insignifiants comparés à ce qu'il venait de vivre. Son monde entier avait basculé en quelques heures. L'homme qui contrôlait tout se rendait compte qu'il ne contrôlait rien. Et étrangement, au lieu de le terrifier, cette révélation lui apportait une paix qu'il n'avait jamais connue. Tandis que la ville s'éveillait lentement dehors, ignorant le miracle qui venait de se produire dans cette chambre d'hôpital, dans cette pièce, le temps semblait s'écouler différemment, comme si un fragment d'éternité s'était glissé dans le flux normal des secondes et des minutes. Les miracles existaient, pensa Alexandre en regardant son fils respirer paisiblement. Ils se manifestaient parfois sous les formes les plus inattendues, une petite fille qui n'avait jamais parlé, une humble servante qui travaillait dans l'ombre, un être minuscule dont personne ne croyait la survie possible. Cette nuit-là, l'homme le plus riche de la ville comprit quelque chose que tout son argent ne pouvait acheter. La vie était un don mystérieux et fragile, et parfois les dons les plus précieux nous parvenaient de la manière la plus discrète et la plus humble qui soit. Les jours suivants furent un mélange d'émerveillement et de mystère pour tous ceux qui avaient été témoins de l'événement. Le bébé que les médecins avaient surnommé « le miraculé » non seulement survécut, mais il grandissait avec une force et une vitalité qui défiaient toutes les prédictions médicales, tous les pronostics établis par la science. Les médecins examinaient sans cesse les relevés des moniteurs, comparaient les résultats des analyses sanguines effectuées avant et après cette nuit fatidique, cherchaient une explication rationnelle dans les livres de médecine, consultaient des collègues à l'étranger, mais rien ne justifiait ce qui s'était passé. Aucune théorie, aucun précédent médical ne pouvait expliquer une telle guérison spontanée. Chaque fois qu'on évoquait des statistiques, des coïncidences ou des possibles erreurs de diagnostic initial, Alexandre avait l'impression qu'on passait à côté de l'essentiel. Un véritable miracle s'était déroulé sous ses yeux, un miracle incarné par Lucie, la jeune fille muette qui, d'un simple contact, avait changé le destin de son fils. Alexandre s'intéressa de plus en plus à l'histoire de Lucie. Il engagea discrètement un enquêteur privé, non par méfiance, mais par curiosité sincère et reconnaissance. Il découvrit que sa mère, Rose, avait travaillé pendant plus de 15 ans comme domestique dans différentes maisons et institutions, vivant dans la misère, enchaînant les emplois précaires, affrontant des épreuves qu'Alexandre, malgré tous ses problèmes de riche, pouvait à peine imaginer. Il apprit que Rose était veuve, que son mari était mort dans un accident de chantier lorsque Lucie n'avait que 2 ans, laissant sa famille sans ressources et sans protection sociale adéquate. Il découvrit que Lucie avait subi des pertes précoces, non seulement son père, mais aussi sa grand-mère qui l'avait élevée pendant que Rose travaillait jour et nuit. Son silence n'était pas seulement physique, il reflétait un monde difficile qui l'avait forcé à apprendre à écouter avec son cœur plutôt qu'avec ses oreilles, à comprendre avec son âme plutôt qu'avec des mots. Plus il en apprenait sur la jeune fille, plus il comprenait que sa présence à ce moment critique, devant son fils mourant, n'était pas fortuite. C'était comme si le destin, ou peut-être Dieu, avait placé cet enfant exactement où elle devait être. Un après-midi,
2 semaines après la nuit du miracle, Alexandre invita officiellement Rose et Lucie au manoir familial pour mieux les connaître. Il envoya une voiture avec chauffeur les chercher dans leur modeste appartement du quartier populaire. Rose hésita longuement, craignant que sa fille ne soit traitée comme un objet de curiosité, comme un phénomène de foire que les riches viendraient observer. « Je ne veux pas qu'on se moque de toi », murmura-t-elle à Lucie en lui caressant les cheveux. « Ces gens vivent dans un autre monde. » Mais Lucie, avec son regard fixe et pénétrant, semblait savoir qu'elle devait accepter. Elle prit la main de sa mère et hocha doucement la tête. En entrant dans la pièce principale du manoir, une vaste bibliothèque aux murs tapissés de livres anciens, avec de hauts plafonds ornés de fresques et un immense lustre de cristal, Rose se sentit minuscule et déplacée. Mais Alexandre les accueillit avec une chaleur sincère qui la surprit. « Merci d'être venu, dit-il simplement. Je ne trouverai jamais les mots pour vous dire ce que votre fille a fait pour mon fils. » Lucie ne prêta aucune attention au luxe environnant, aux tableaux de maîtres accrochés au mur, au tapis persan qui valait plus que tout ce que sa mère avait gagné dans sa vie. La fillette s'approcha directement du berceau où reposait le bébé, désormais rose et vigoureux. Elle le regarda avec la même intensité que lors de cette nuit, le toucha doucement sur le front, et quelque chose d'extraordinaire se produisit. Le bébé, qui jusqu'alors n'avait montré que des réflexes basiques, sourit. Un véritable sourire, conscient et lumineux, qui illumina son petit visage. Alexandre, incapable de détacher son regard de la scène, sentit des larmes couler sur ses joues sans même s'en rendre compte. Il observa la transformation qui s'opérait chez Lucie. Ses yeux brillaient d'une lumière particulière quand elle était près de l'enfant. Cette nuit-là, alors que Rose et Lucie avaient été invitées à rester pour le dîner, un dîner simple qu'Alexandre avait demandé à son chef cuisinier de préparer, sans les plats sophistiqués habituels, quelque chose d'encore plus miraculeux se produisit. Lucie, assise près du berceau où l'enfant dormait paisiblement, tourna lentement la tête vers sa mère. Ses lèvres tremblèrent légèrement. Elle ouvrit la bouche, hésita, puis prononça un mot. Un seul mot, mais prononcé avec une clarté parfaite. « Maman ». Un silence complet s'installa dans la pièce. Rose laissa tomber sa tasse de thé qui se brisa sur le parquet ciré. Alexandre se figea, sa fourchette à mi-chemin entre son assiette et sa bouche. La gouvernante qui servait le dîner s'immobilisa, les yeux écarquillés. « Lucie ?» murmura Rose, la voix brisée par l'émotion. « Tu as parlé ?» La petite fille hocha la tête, puis prononça à nouveau. « Maman. Je t'aime, maman. » Rose s'effondra sur ses genoux, sanglotant sans retenue. 8 ans. 8 longues années de silence. 8 années à se demander si elle entendrait un jour la voix de sa fille. Et maintenant, ce miracle. Alexandre se leva et quitta discrètement la pièce pour laisser la mère et la fille vivre ce moment intime. Dans le couloir, il s'adossa au mur, submergé par l'émotion. 2 miracles. En l'espace de 2 semaines, il avait été témoin de 2 miracles. Les médecins, lorsqu'ils apprirent cela quelques jours plus tard lors d'un bilan de santé que Alexandre avait insisté pour faire passer à Lucie dans les meilleurs services de l'hôpital, insistèrent sur l'impossibilité physiologique de la chose. Le mutisme de Lucie n'avait jamais eu de cause organique, certes, mais un silence de 8 ans ne se brisait pas du jour au lendemain sans raison apparente. Mais Alexandre connaissait la vérité. Le lien qui unissait Lucie et son fils n'était pas seulement physique, c'était un lien inexplicable, mystique, que seul le cœur pouvait comprendre. Ils s'étaient sauvés mutuellement. Le bébé avait donné à Lucie une raison de parler à nouveau, et Lucie avait donné au bébé la force de vivre. Les jours suivants, Lucie commença peu à peu à s'intégrer à la vie de la famille Montagne. Alexandre, qui n'avait jamais été un homme particulièrement démonstratif, se surprenait à attendre avec impatience les visites de la petite fille. Chacun de ses gestes, chacune de ses paroles, car maintenant elle parlait, doucement mais avec une assurance croissante, semblait apaiser et réconforter le bébé. Il remarqua quelque chose d'étrange. Chaque fois que l'enfant pleurait ou semblait agité, la simple présence de Lucie le calmait instantanément. C'était comme si une connexion invisible les reliait, comme si leurs âmes étaient liées d'une manière que la science ne pouvait expliquer. Alexandre comprit, avec une clarté soudaine qui le bouleversa, qu'il ne pouvait laisser cet enfant vivre loin d'eux. Que signifiait toute sa richesse s'il ne partageait pas ce miracle avec ceux qui l'avaient rendu possible? Quelle valeur avaient ces millions si son fils grandissait privé de celle qui lui avait donné la vie une seconde fois? Un mois après la nuit du miracle, Alexandre convoqua ses avocats. Rose et Lucie étaient présentes dans son bureau, assises sur des chaises en face de son imposant bureau en acajou. « Rose, commença-t-il, la voix légèrement tremblante, je voudrais vous faire une proposition. Je sais que cela peut sembler précipité, mais, je voudrais adopter légalement Lucie. » Rose pâlit. Ses mains se crispèrent sur les accoudoirs de sa chaise. « Vous voulez me prendre ma fille ?» demanda-t-elle d'une voix blanche. « Non !» s'exclama Alexandre en se levant précipitamment. « Non, Rose, jamais je ne ferai une chose pareille. Je veux que vous compreniez,
je veux adopter Lucie, mais je veux aussi que vous fassiez partie de cette famille. Je veux vous offrir, à toutes les deux, une vie digne et sereine. Vous ne travaillerez plus comme femme de ménage. Vous vivrez ici, avec nous, comme membre à part entière de cette famille. Rose le regarda, incrédule. Des larmes coulaient sur ses joues. Pourquoi feriez-vous cela pour nous? Parce que votre fille a sauvé mon fils. Parce que vous méritez mieux que la vie difficile qui a été la vôtre. Parce que j'ai compris que la vraie famille n'est pas toujours celle du sang, mais celle du cœur. Il se tourna vers Lucie, qui l'observait avec ses grands yeux sages. Lucie, que dirais-tu de devenir officiellement la grande sœur de mon fils? La petite fille sourit, d'une voix claire qui résonnait encore comme un miracle à chaque fois qu'elle parlait, répondit. Oui. Je veux rester avec lui. Je l'aime. Rose pleura de joie et d'incrédulité. Elle serra sa fille dans ses bras, puis, dans un geste spontané qui surprit tout le monde, y compris elle-même, elle se leva et serra également Alexandre dans ses bras. Merci, murmura-t-elle. Merci infiniment. Rose et Lucie emménagèrent dans le manoir Montagne 2 semaines plus tard. Alexandre leur avait fait préparer une aile entière de la propriété, des chambres spacieuses et lumineuses, décorées avec goût mais sans ostentation excessive. Il voulait qu'elles se sentent chez elles, pas comme des invités. Pour la première fois depuis des années, Rose vécut sans la peur du lendemain. Elle ne devait plus se lever à 4 heures du matin pour prendre 3 bus et arriver à temps à son travail. Elle ne devait plus compter chaque centime pour savoir si elle pourrait acheter un nouveau manteau à Lucie avant l'hiver. Elle ne devait plus s'inquiéter de savoir si le propriétaire augmenterait encore le loyer de leur minuscule appartement. Mais ce qui la touchait le plus, c'était de voir sa fille s'épanouir. Lucie, qui avait toujours été une enfant solitaire et repliée sur elle-même, commençait à sourire davantage, à parler plus librement. Alexandre engagea les meilleurs orthophonistes pour l'aider à développer sa parole, mais ils constatèrent rapidement qu'elle n'avait besoin d'aucune rééducation. Sa voix était claire, son vocabulaire riche. C'était comme si elle avait toujours su parler et avait simplement attendu le bon moment. Le bébé, qu'Alexandre décida finalement de nommer Gabriel en hommage à l'ange qui, selon lui, avait envoyé Lucie ce soir-là, grandissait en bonne santé et débordant de vie. Son rire emplissait la demeure, apportant une joie que ces murs n'avaient jamais connue malgré tout leur luxe. Chaque fois que Lucie s'approchait de Gabriel, il répondait par un sourire radieux qui semblait la reconnaître parmi tous. Un lien extraordinaire que seuls eux deux semblaient vraiment comprendre s'était tissé entre eux. Parfois, quand Lucie s'asseyait près de son berceau et lui racontait des histoires de sa voix douce, Gabriel la regardait avec une attention inhabituelle pour un bébé de son âge, comme s'il comprenait chaque mot. Alexandre était chaque jour surpris par la paix que ces deux présences, Rose et Lucie, avaient apportée à sa maison. Le manoir, autrefois silencieux et froid malgré sa beauté architecturale, résonnait maintenant de rire et de conversation. Ni l'argent, ni le pouvoir, ni l'influence ne pouvaient acheter ce que Lucie et Rose avaient offert par leur seule présence. L'espoir, l'amour authentique et les miracles. Il engagea les meilleurs précepteurs pour assurer l'éducation de Lucie. La petite fille, qu'on avait toujours sous-estimée à cause de son mutisme, révéla une intelligence remarquable. Elle apprenait vite, posait des questions profondes, montrait une sensibilité artistique exceptionnelle. Rose, de son côté, découvrait des talents qu'elle ignorait posséder. Alexandre l'encouragea à suivre des cours, à apprendre ce qu'elle avait toujours voulu savoir mais n'avait jamais eu le temps ni les moyens d'étudier. Elle se découvrit une passion pour la botanique et créa un magnifique jardin dans la propriété, un lieu de paix et de beauté où toute la famille aimait se retrouver. Les soirs tranquilles, quand le personnel s'était retiré et que le manoir retrouvait son calme, Alexandre s'asseyait dans le grand salon et regardait Gabriel et Lucie jouer ensemble. Gabriel avait maintenant 6 mois et commençait à saisir les jouets que Lucie lui tendait. Leur rire mêlé résonnait dans la pièce, et Alexandre comprenait alors que la vie est imprévisible, mystérieuse et merveilleuse. Il réalisait que le vrai bonheur ne se trouve pas toujours dans les richesses accumulées ou les titres prestigieux, mais dans les moments simples et les personnes qui nous apprennent à apprécier ce qui compte vraiment. Un sourire d'enfant. Un mot d'amour. Une main tendue dans l'obscurité. Il avait appris que les miracles existent, qu'ils peuvent apparaître de la manière la plus inattendue, et que la bonté et la foi, même dans les plus petits gestes, peuvent changer un destin. Il avait découvert que toute sa fortune, tous ses succès professionnels ne valaient rien comparé à la possibilité d'aimer et d'être aimé sincèrement. Un soir, alors qu'il regardait Lucie bercer doucement Gabriel qui s'endormait, Rose vint s'asseoir à côté de lui. « Vous savez, dit-elle doucement, je n'ai jamais compris pourquoi Lucie est restée muette pendant 8 ans. Les médecins nous ont dit que ce n'était pas physique, que c'était probablement psychologique. Peut-être qu'elle attendait simplement d'avoir quelque chose d'important à dire. » Alexandre hocha la tête, pensif. « Et maintenant, elle a une raison de parler. Elle a Gabriel. » « Non, corrigea Rose avec un sourire. Elle a une famille. Une vraie famille. » Alexandre sentit sa gorge se serrer. Il prit la main de Rose et la serra doucement. «
Merci, dit-il simplement. Merci d'avoir accepté de faire partie de cette famille. C'est nous qui devrions vous remercier, répondit Rose. Vous nous avez offert une vie dont je n'aurais jamais osé rêver. Non, Rose. C'est vous qui m'avez tout donné. Vous m'avez appris ce qui compte vraiment dans la vie. Ils restèrent ainsi en silence, regardant Lucie chanter une berceuse à Gabriel, et dans ce moment de grâce, Alexandre comprit que sa vie avait vraiment commencé cette nuit-là, dans une chambre d'hôpital, quand une petite fille muette avait posé sa main sur une couveuse. Les mois passèrent, transformant cette histoire miraculeuse en une réalité quotidienne qui ne cessait jamais d'émerveiller ceux qui en étaient témoins. Le bébé millionnaire, bien qu'Alexandre détestât ce surnom que la presse avait donné à Gabriel, grandit en pleine santé et débordant de vie. Son rire cristallin emplissait la demeure, et ses premiers pas, qu'il fit à 10 mois sous les yeux émerveillés de Lucie, furent célébrés comme une victoire supplémentaire contre le destin qui avait failli l'emporter. Lucie, la petite fille muette qui avait touché le cœur d'un mourant et changé son destin, était devenue sa sœur de cœur, un lien que ni le temps ni l'argent ne pourraient jamais briser. Elle avait maintenant 9 ans et s'épanouissait de jour en jour. Sa voix, qu'elle avait retrouvée grâce à Gabriel, devenait chaque jour plus assurée. Elle chantait pour lui racontait des histoires, lui apprenait des mots. Rose, sa mère, ne vivait plus dans la peur ni le dénuement. Le visage qui portait autrefois les marques de l'épuisement et de l'inquiétude s'était apaisé. Ses mains abîmées guérissaient lentement. Elle souriait désormais, un sourire authentique qui illuminait ses traits. Sa vie avait été complètement transformée grâce à l'acte de foi et d'amour de sa fille. Chaque jour, la famille partageait des moments qui prouvaient que la richesse ne se mesure pas toujours en argent, mais aussi à la capacité d'aimer et de prendre soin de ceux qui comptent vraiment. Les petits déjeuners ensemble dans la grande salle à manger. Les promenades dans le parc du manoir. Les soirées où ils se rassemblaient dans le salon pour lire des histoires à Gabriel. Alexandre regardait son fils et Lucie jouer et sourire ensemble, et il comprenait alors qu'aucun contrat signé dans son bureau, aucune fortune amassée dans ses coffres, aucun empire bâti sur plusieurs continents ne pourrait lui offrir quelque chose d'aussi précieux que ce que ses 2 enfants avaient apporté dans sa vie. L'espoir véritable, les miracles quotidiens et une connexion authentique avec d'autres êtres humains. Un jour d'automne particulièrement beau, alors que la brise du soir illuminait la salle de jeu de teintes dorées et que les feuilles rousses tourbillonnaient dehors, Lucie prit la main de Gabriel, qui avait maintenant 1 an et marchait d'un pas encore hésitant, et le serra tendrement dans ses bras. « Mon petit frère » murmura-t-elle en embrassant son front. Gabriel leva vers elle ses grands yeux bleus et babilla joyeusement, posant ses petites mains potelées sur les joues de Lucie. Leurs regards se croisèrent, à ce moment précis, Alexandre entendit la voix de Lucie, claire et ferme, prononcer un mot qui résuma tout. Famille. Ce fut un moment qui scella tout ce qu'ils avaient vécu, la douleur de la perte, la peur de la mort, le miracle de la vie, et l'amour qui avait tout guéri. L'homme le plus riche de la ville comprit alors, avec une clarté absolue, que le véritable pouvoir ne résidait pas dans les comptes en banque ou les titres de propriété, mais dans les cœurs que nous touchons et les miracles que nous laissons se produire. Alexandre décida ce jour-là de créer une fondation en l'honneur de sa femme décédée et de la miraculeuse guérison de son fils. La fondation Isabelle Montagne aiderait les familles dans le besoin, offrirait des bourses d'études aux enfants défavorisés, et financerait la recherche médicale sur les maladies pédiatriques. Rose devint la directrice de la branche sociale de la fondation, utilisant son expérience personnelle de la pauvreté pour vraiment comprendre ce qu'elle aidait. 5 ans plus tard, la grande salle du manoir Montagne était décorée de ballons et de guirlandes colorées. C'était l'anniversaire de Gabriel, qui fêtait ses 6 ans. Des dizaines d'enfants couraient partout, riant et jouant. Mais ces enfants n'étaient pas les fils et filles de l'élite sociale. C'étaient des enfants des quartiers défavorisés, ceux que la fondation Isabelle Montagne avait aidés au fil des ans. Alexandre, maintenant âgé de 42 ans mais paraissant plus jeune grâce à la paix qu'il avait trouvée, regardait la scène avec un sourire. Rose était à ses côtés, élégante dans une robe simple mais distinguée, distribuant des parts de gâteau. Lucie, maintenant âgée de 13 ans, avait grandi en une belle adolescente au regard toujours aussi profond et sage. Elle animait les jeux pour les plus jeunes enfants, sa voix claire résonnant dans la salle. Personne, en la voyant, n'aurait pu deviner qu'elle avait été muette pendant 8 ans. Gabriel, un garçon vif et joyeux aux boucles blondes et aux yeux bleus pétillants, courait parmi ses camarades. Il s'arrêta soudain et courut vers Lucie, se jetant dans ses bras. « Lucie, Lucie !» cria-t-il avec excitation. « Regarde ce que papa m'a offert. » Il lui montra un livre illustré sur les sciences. Alexandre avait découvert que son fils partageait sa curiosité intellectuelle, mais contrairement à lui, Gabriel s'intéressait aussi profondément aux gens, à leurs histoires, à leurs émotions. « C'est magnifique, mon chéri, » dit Lucie en ébouriffant ses cheveux. « Tu me le liras ce soir ?» Promis. Alexandre s'approcha d'eux, suivi de Rose. Il posa une main sur l'épaule de Lucie et l'autre sur celle de Gabriel. « Vous savez, dit-il d'une voix émue, il y a 6 ans, je pensais avoir tout perdu.
Ma femme venait de mourir, mon fils était condamné. J'étais l'homme le plus riche de la ville, mais aussi le plus pauvre. Et puis vous êtes entrés dans nos vies. Il regarda Rose avec reconnaissance. Rose, vous et Lucie nous avez appris que les miracles existent. Pas seulement le miracle médical de la survie de Gabriel, mais le miracle plus grand encore de l'amour, de la famille, du pardon et de l'espoir. Rose essuya une larme. Nous formons une belle famille, n'est-ce pas? La plus belle qui soit, confirma Alexandre. Lucie prit la main de Gabriel d'un côté et celle d'Alexandre de l'autre. Vous savez ce que maman disait toujours? Demanda-t-elle doucement. Elle disait que parfois, les anges marchent parmi nous sans elle, et que les miracles se produisent dans les moments où nous avons le plus besoin de croire. Alexandre hocha la tête, profondément touché. Ta mère était une femme sage, Lucie. Et tu es devenue une jeune fille extraordinaire. La fête continua joyeusement autour d'eux. Les rires des enfants remplissaient l'air. Les employés du manoir, qui avaient tous assisté à la transformation de cette famille au fil des ans, souriaient en servant les boissons et les gâteaux. Cette nuit-là, après que tous les invités furent partis et que Gabriel se fut endormi, épuisé mais heureux, Alexandre se retrouva seul dans son bureau. Il ouvrit un tiroir et en sortit une photo encadrée de sa femme Isabelle, prise quelques mois avant sa grossesse. « Tu vois, mon amour, murmura-t-il en touchant doucement le verre du cadre, j'ai tenu ma promesse. J'ai protégé notre fils. Mais je ne l'ai pas fait seul. Tu nous as envoyé de l'aide, n'est-ce pas? Tu nous as envoyé Lucie. » Il plaça la photo sur son bureau, à côté d'une autre photo récente, celle de toute la famille réunie, lui, Gabriel, Rose et Lucie, prise le jour de l'adoption officielle de Lucie, 1 an auparavant. 2 familles brisées qui s'étaient retrouvées et reconstruites ensemble. Un milliardaire qui avait appris que l'argent ne peut acheter ce qui compte vraiment. Une femme de ménage qui avait découvert sa propre dignité et sa valeur. Une petite fille muette qui avait retrouvé sa voix. Et un bébé condamné qui avait défié la mort. Cette histoire nous rappelle que les miracles existent vraiment, qu'ils peuvent surgir dans les endroits les plus inattendus et à travers les personnes les plus humbles. Elle nous enseigne que la vie, malgré sa fragilité et ses épreuves terribles, trouve toujours le moyen de nous surprendre, de nous émerveiller et de nous rappeler ce qui compte vraiment. L'amour, la famille, l'espoir, la foi. Ce ne sont pas des mots vides. Ce sont les forces les plus puissantes de l'univers, capables de ramener les morts à la vie, de donner une voix aux muets, et de transformer le désespoir le plus profond en joie la plus pure. Et tandis qu'Alexandre éteignait la lumière de son bureau et montait rejoindre sa chambre, il savait avec certitude que le véritable miracle n'avait pas été la guérison de Gabriel cette nuit-là dans l'hôpital. Le véritable miracle avait été la transformation de son cœur. De son cœur de pierre en cœur de chair. De son cœur fermé en cœur ouvert. De son cœur solitaire en cœur aimant. Et ce miracle-là continuerait chaque jour, dans chaque geste d'amour, dans chaque sourire partagé, dans chaque moment passé avec ceux qu'il aimait. Les miracles existent. Ils vivent parmi nous. Et parfois, si nous avons la sagesse de les reconnaître, ils changent nos vies pour toujours. Cette histoire nous rappelle que dans les moments les plus sombres, quand tout semble perdu, la lumière peut venir des sources les plus inattendues. Que l'amour véritable ne connaît pas de frontières sociales. Que les miracles ne demandent pas notre permission pour se produire. Et que parfois, sauver quelqu'un d'autre, c'est aussi se sauver soi-même.